Ellie, ce nom résonne encore en moi, une alarme constante, une promesse que je n'aurais jamais dû briser. Le chaos a toujours été le sillage de nos vies, le mien, le sien, et maintenant, celui de notre fils. Cette rencontre au parc, ce moment où le temps s'est figé, où mon passé s'est heurté à mon présent, comment expliquer ça? C'est une histoire qui ne commence pas au début. Parce qu'avec Julien, rien n'a jamais été simple, ni même linéaire. On était là, au bord du précipice, enfin, ça semblait l'être. Devant lui, avec Ellie à mes côtés, tout juste rattrapé par ses mains puissantes qui, je le savais, étaient aussi les siennes. C'était il y a quelques semaines à peine, dans ce petit parc de Saint-Malo, avec l'odeur du sel et des mouettes. Ellie, mon petit Ellie, riait aux éclats, courant après son ballon, insouciant. Puis il a trébuché, la faute à ce trottoir abîmé que je ne ratais jamais de pester. Mon cœur a fait un bond, mais avant même que je ne puisse réagir, une ombre s'est interposée. Julien. Ses mains grandes, sûres, ont attrapé les épaules de notre fils. Le choc a été infime, un rien. Mais quand Eli a levé les yeux vers l'homme, tout s'est arrêté. Ses yeux. Oh, ses yeux. Non seulement ils étaient noirs, intenses, incroyablement vifs pour un enfant, mais c'étaient les mêmes que ceux qui avaient jadis transpercé les miens. Ceux-là même qui m'avaient fait frissonner de désir et de terreur. Julien a prononcé un mot, un instinct, attention, sa voix grave, calme. Et Eli, mon petit Eli, sans peur, curieux, a dit « Je regardais le ballon, pas le sol ». Julien a souri, un imperceptible tressaillement aux lèvres. Le sol est toujours la partie qui surprend le plus. Eli a acquiescé comme si c'était une sagesse ancestrale. C'est là que mon monde s'est fracassé, de nouveau. J'étais à bout de souffle, courant vers eux, ma voix un filet. « Ellie !» La peur m'a noué l'estomac. Mon fils était debout, sain et sauf, mais devant lui, lui. J'ai senti la collision, inévitable. Eli s'est retourné, un sourire sur les lèvres. « Maman, j'ai failli tomber, mais il m'a rattrapé. » Mes yeux étaient fixés sur Julien. Il y avait de la peur, oui, une peur froide qui s'était incrustée en moi il y a 8 ans. Mais aussi une résignation étrange, comme si cette scène avait toujours été écrite. Et en dessous, un chagrin tellement bien dissimulé sous un masque de contrôle que j'en avais le tournis. Et j'avais mis 8 ans à respirer de nouveau. « Ellie !» j'ai dit, ma voix étranglée. « Va jouer. » Je reste là. Il a senti la tension, le petit. Il a obéi, mais s'est retourné 2 fois. Dès qu'il a été hors de portée, j'ai parlé, à peine un murmure. « Vous n'êtes pas censé être là. » Mes mains tremblaient, pas ma voix, non, pas elle. « Je sais, » a-t-il répondu, et la douceur de sa voix, ce calme, m'a fait encore plus peur que s'il avait hurlé. J'ai dégluti. « Comment? » « Un dossier, a-t-il dit, simplement. Une tempête et une sage-femme qui t'aimait assez pour mentir. J'ai fermé les yeux, juste une seconde. Mon secret, le poids que je portais, venait d'être vu, reconnu. Le monde que j'avais fui m'avait rattrapé. Ça a commencé cette nuit-là, la tempête. Une de celles qui s'abattent sur Paris sans prévenir, violente, aveugle. Le vent cognait contre l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, comme s'il voulait le déraciner. La pluie fouettait les fenêtres si violemment que le monde extérieur disparaissait. Le tonnerre claquait si près que les dalles du plafond en tremblaient. À chaque éclair, les lumières vacillaient, puis baissaient, ne laissant qu'une lueur anémique. J'étais allongé sur le lit étroit, les mains serrées sur les draps fins. La sueur me collait les cheveux aux tempes, malgré le froid glacial qui pénétrait dans la pièce. Mon corps n'était plus le mien. La douleur venait par vagues, m'emportant toute pensée, tout souffle, toute dignité. J'étais seul. Pas de chaise près du lit, pas de main dans la mienne, pas de voix familière pour me murmurer que tout irait bien. Seulement le bip régulier du moniteur cardiaque, trop fort, trop fragile. « Accrochez-vous » a dit Sophie.
La sage-femme, sa voix tendue mais ferme alors qu'elle ajustait ma perfusion. Vous faites un excellent travail. Respirez, juste respirez. J'avais envie de rire. Excellent, ça impliquait un certain contrôle. Là, j'avais l'impression d'être déchiré, éclaté. Une autre contraction m'a déchiré, sauvage, implacable. Et j'ai crié, malgré la promesse que je m'étais faite de ne pas le faire. Quelque part au fond de ma poitrine, il y avait une douleur plus forte que la douleur physique. Son absence. Il aurait dû être là. Il avait promis qu'il me retrouverait toujours, qu'il reviendrait toujours. Mais le dernier message que j'avais reçu de lui n'avait pas été des mots. C'était le chaos. Un appel paniqué, des voix hurlantes, puis plus rien. Loin de cette chambre d'hôpital et de cette tempête, l'homme que j'aimais combattait sa propre obscurité, pris au piège d'une guerre dont il avait essayé de me protéger. Enterré vivant par des loyautés, des dettes de sang, des décisions prises bien avant qu'il ne sache que l'amour pouvait ressembler à ça. Les lumières se sont éteintes complètement. Pendant une seconde terrifiante, la pièce a été plongée dans une obscurité totale. Puis le générateur a démarré, faible, irrégulier, incertain. La moitié des machines se sont rallumées, le moniteur cardiaque a bégayé, puis a repris son rythme. Le générateur lâche, a crié quelqu'un dans le couloir. On risque de perdre l'électricité de nouveau. Sophie a juré entre ses dents et m'a attrapé la main. On va y arriver, d'accord? Tempête ou pas, on termine ça. J'ai hoché la tête, des larmes coulant de mes yeux et disparaissant dans mes cheveux. Ce n'était pas comme ça que je l'avais imaginé. Pas cette peur stérile. Pas ces ombres s'étirant sur les murs comme des choses vivantes. Pas la certitude écrasante que si quelque chose tournait mal, personne ne serait là pour arranger les choses. Une autre contraction, plus forte que la précédente. Et quelque chose en moi a basculé. Final, irréversible. Je n'y arrive pas, ai-je haleté. Je ne peux pas. Si vous y arrivez, a dit Sophie fermement, vous le faites déjà. Entre les éclairs, des souvenirs m'ont envahi, sans que je le veuille. Ses mains, chaudes et fermes sur ma taille. La façon dont il me regardait, comme si le monde se rétrécissait et que seule ma présence comptait. La distance prudente qu'il avait commencé à maintenir vers la fin. La peur masquée en contrôle. L'amour enterré sous la protection. J'avais voulu lui dire. Mon Dieu, j'avais tellement voulu lui dire. Mais chaque instinct hurlait que l'aimer signifiait le danger. Qu'un enfant avec son sang serait chassé bien avant de savoir marcher. Le tonnerre a secoué le bâtiment alors qu'un autre cri déchirait ma gorge, brute, sans retenue. « Je suis désolé », ai-je sangloté. Non à Sophie, pas même à moi-même, mais à lui. Les minutes se sont brouillées dans quelque chose d'intemporel et de brutal. Le générateur a encore lâché. Les lumières d'urgence ont clignoté, baignant la pièce d'ombre rouge et ambrée. Sophie aboyait des instructions à quelqu'un sur une radio qui grésillait tout en m'aidant à pousser à travers une douleur qui semblait infinie. Et puis, un son a traversé la tempête. Aigu, petit, vivant, de cris à peine atteindre mes oreilles avant que l'épuisement ne m'engloutisse entièrement. J'ai senti des mains travailler rapidement, efficacement. J'ai ressenti le vide soudain dans mon corps, presque plus saisissant que la douleur. « C'est un fils », a dit Sophie doucement, l'émerveillement dans la voix. « Un fils ?» Le mot a brisé quelque chose en moi qui ne se refermerait jamais. Quand ils l'ont posé contre ma peau, chaud et tremblant, j'ai pleuré plus fort que toute la nuit. Il avait déjà les cheveux noirs de son père, humides et bouclés. Ses petits doigts se sont enroulés autour des miens avec une force surprenante, comme s'il s'ancrait au monde. « Je suis là », ai-je murmuré d'une voix tremblante. « Je te protège, même si personne d'autre ne le fait. » Dehors, la tempête faisait rage, déchirant la ville sans se soucier de ce qu'elle détruisait. Quelque part loin de cette chambre d'hôpital, un homme saignait, se battait et refusait de mourir. Ne sachant pas qu'au moment exact où son monde volait en éclats, une autre partie de lui venait de naître dans le chaos.
Cette nuit-là, le monde s'est déchiré et aucun de nous ne serait plus jamais le même. Le matin est arrivé discrètement, comme si la tempête s'était épuisée après avoir brisé le monde. Une lumière pâle filtrait par l'étroite fenêtre de l'hôpital, baignant la pièce de gris et d'or. Le générateur ronronnait encore faiblement, chaque scintillement un rappel de la fragilité de la nuit et de la proximité avec laquelle j'avais failli tout perdre. Mon fils dormait contre ma poitrine, emmitouflé dans une couverture d'hôpital trop grande qui sentait légèrement l'antiseptique. Chaque souffle qu'il prenait me semblait un miracle que j'avais peur de reconnaître trop fort, comme si le nommé risquait de tenter le destin. Je n'avais pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je le voyais, non pas le bébé dans mes bras, mais l'homme qui aurait dû être là, ensanglanté, inquiet, furieux et impuissant quelque part que je n'étais pas autorisé à connaître. Un homme dont le monde était bâti sur le pouvoir et la violence et des règles écrites dans le sang, peu importe avec quel soin il avait essayé de m'en protéger. Sophie est revenue discrètement, c'est pas plus doux maintenant. Elle a vérifié mes constantes vitales, ajusté les machines, puis a hésité au pied du lit. « Vous avez de la chance », a-t-elle dit doucement. « Vous deux. De la chance ?» Le mot m'a presque blessé. « Y a-t-il quelqu'un qui vient vous chercher ?» a demandé Sophie. « De la famille, le père. » Mes bras se sont instinctivement resserrés autour du bébé. « Non », ai-je répondu, le mensonge coulant de source car je l'avais répété pendant des mois. « Il n'y a que nous deux. » La sage-femme a étudié mon visage comme le faisaient parfois les femmes qui en avaient trop vu, puis a hoché la tête. Pas de jugement, juste de la compréhension. Plus tard, de nouveau seul, j'ai regardé mon fils et j'ai senti le poids de la décision que je contournais depuis des semaines, finalement pesé, lourd et inévitable. Il avait les yeux de son père. Rien que ça, c'était dangereux. Peu importait que j'aime l'homme qui les lui avait donnés. L'amour n'était pas une armure. L'amour n'arrêtait pas les balles, ni les vendettas, ni les hommes qui voulaient être un levier. L'amour n'épargnerait pas un enfant né dans un héritage que d'autres tueraient pour contrôler. Si je restais, il serait retrouvé. Peut-être pas d'aujourd'hui, peut-être pas cette année. Mais finalement, j'ai pressé un baiser sur le front de mon fils et j'ai murmuré son nom doucement, avec respect, comme une prière que je ne faisais pas confiance au monde pour entendre. « Je ne les laisserai pas te prendre », ai-je murmuré. « Je ne laisserai personne t'utiliser. » Le son de ma propre voix me semblait plus ferme que mon cœur. Dans l'après-midi, l'hôpital bourdonnait d'activités de récupération et de rapports de dégâts post-tempête. Le chaos était passé. Les systèmes se stabilisaient. Les dossiers étaient classés. C'est à ce moment-là que j'ai agi. Une autre sage-femme est revenue. Celle-ci, plus âgée, les yeux fatigués, les mains se déplaçant avec un calme habituel. Elles ont parlé brièvement, calmement. Deux femmes de part et d'autre, de quelque chose qu'elles comprenaient toutes les deux. « J'ai besoin d'aide », ai-je dit finalement. « Je ne peux pas rester. » La sage-femme n'a pas demandé pourquoi. Elle a regardé le bébé endormi, puis moi. « Une fois que vous partez, a-t-elle dit avec précaution, vous ne pourrez pas être tracé par nous. Les dossiers médicaux peuvent être scellés, mais il faut le faire correctement. » « Je sais, ai-je répondu. Ma voix tremblait, mais pas de doute. Je suis prête à disparaître. C'était le mot qui comptait. Disparaître. Pas d'appel, pas d'adresse de réexpédition, pas de nom aux bons endroits, pas d'annonce de naissance traçable, pas de père répertorié, pas de piste, sauf celle que je portais dans mon cœur. Les formalités ont pris des heures, des signatures qui me semblaient effacer des parties de moi-même, des formulaires qui réduisaient la nuit la plus profonde de ma vie à de l'encre et des cases à cocher. Chaque page que je signais resserrait le nœud dans ma poitrine, mais je continuais car m'arrêter signifiait choisir la peur plutôt que mon enfant. Une fois terminé, Sophie a glissé les documents dans un dossier scellé et a rencontré mon regard. « Une fois que vous franchirez cette porte, » a-t-elle dit doucement, « cet hôpital ne dira jamais que vous étiez ici.
Merci, ai-je murmuré, les mots inadéquats. Le soir, j'étais vêtu de vêtements empruntés. Mes quelques affaires tenaient dans un seul sac. La tempête avait nettoyé la ville, les rues scintillant sous les lampadaires comme si rien de terrible ne s'était jamais produit. Je me suis arrêté au seuil de l'entrée de l'hôpital. Pendant un moment fragile, je l'ai de nouveau considéré. Je me suis demandé s'il était en vie, s'il viendrait me chercher, si un jour il me haïrait pour cela. Puis mon fils a bougé, un petit son contre ma poitrine, et le choix s'est durci en certitude. L'amour ne suffisait pas à le protéger. La distance, oui. Je suis sorti dans la nuit et me suis éloigné de la vie que j'aurais dû avoir, portant le seul avenir qui comptait. Déterminé à élever mon enfant en silence, invisible, croyant de tout mon être que disparaître était le seul moyen de les sauver tous les deux. Je ne savais pas alors ce que le destin me prouverait finalement. Certaines tempêtes ne se terminent pas quand la pluie s'arrête, elles attendent, simplement. Le garçon a grandi comme un secret à la vue de tous. J'ai choisi un petit port de pêche en Normandie, un endroit où l'océan étouffait les souvenirs et où les gens apprenaient à ne pas poser trop de questions. Un lieu où les tempêtes venaient et repartaient sans spectacle, où les vies étaient assez petites pour qu'on puisse s'y fondre si on s'efforçait assez. J'ai loué une maison étroite avec de la peinture écaillée et un jardin qui me donnait du fil à retordre chaque printemps. Ça ne ressemblait dans rien au monde que j'avais quitté. Et c'était bien le but. J'ai appris à être silencieuse sans avoir peur. Les matins commençaient tôt. Je préparais les déjeuners, attachais ses petites chaussures, essuyais la confiture de son menton pendant qu'il me racontait des histoires élaborées de dragons, de navires et de héros qui revenaient toujours. Je travaillais 2 boulots, un qui payait les factures, un qui payait pour un peu de répit, et je souriais aux bons endroits. Pour tous les autres, j'étais juste une femme élevant seule son fils. Mais dans l'intimité de mes pensées, il portait un poids que personne ne pouvait voir. Il y avait des questions qu'il ne posait jamais. Non pas qu'il ne soit pas curieux, mais parce que j'avais appris à répondre sans répondre. Les familles ont des formes différentes. Certaines personnes ne sont pas censées rester. Ce qui compte, c'est qui se présente. Et moi, je me présentais chaque jour. Je me présentais quand il se réveillait en pleurant de cauchemars. Je me présentais avec des pansements et des histoires au coucher et la présence constante que j'avais moi-même jadis tant désirée. Je lui ai enseigné la gentillesse et la prudence à part égale. Comment se défendre sans attirer l'attention? Comment lire les ambiances avant de parler? Comment faire confiance à ses instincts? Des instincts parfois trop aiguisés pour un enfant. Il avait les yeux de son père, sombres et observateurs, percevant des détails que la plupart des gens manquaient. Quand il se concentrait, sa mâchoire se serrait de la même manière. Quand il était en colère, il devenait silencieux au lieu d'être bruyant. Ces moments me terrifiaient. Chaque fois que je le remarquais, mon souffle s'étranglait, la peur s'insinuant à travers l'amour. Quelqu'un pourrait le voir, quelqu'un qui savait ce qu'il fallait chercher. Le nom n'a jamais été prononcé, ni à voix haute, ni dans mon journal, ni même dans mes prières. Les noms avaient du pouvoir. Les noms pouvaient être tracés. Je l'ai enterré au plus profond de moi et je l'ai enfermé avec le souvenir de sa voix, de son toucher et de la promesse qu'il m'avait faite de toujours me retrouver. Je me suis dit que cette promesse était morte la nuit où j'étais sorti de l'hôpital dans les rues balayées par la tempête. Pourtant, la terreur ne m'a jamais complètement quitté. Chaque coup à la porte me faisait un choc dans la poitrine. Chaque voiture inconnue garée trop longtemps devant chez moi me rendait vigilante. Je mémorisais les itinéraires d'évacuation et les plantes de secours comme d'autres mères mémorisent les dates de jeu. Une fois, quand Eli avait 5 ans, un homme m'a demandé nonchalamment dans une épicerie si j'avais de la famille à proximité. Non, avais-je répondu trop vite. L'homme avait souri, inoffensif et inconscient. Je suis rentré chez moi tremblante quand même, mais il y avait aussi une force dans le secret. Cela m'avait forcé à être plus courageuse que je ne l'avais jamais prévu, plus forte,
plus déterminé. J'avais élevé mon fils sans l'ombre du sang et du pouvoir qui pesait sur lui. Pas de garde du corps, pas de menaces chuchotées, pas de garde posté à la porte, juste des genoux éraflés, des rers dans le jardin et la simple sécurité d'être inconnu. Et pourtant, certaines nuits, quand la maison était sombre et que le vent faisait claquer les fenêtres, je m'asseyais à la petite table de cuisine avec une tasse de thé froid et je me demandais ce que je lui avais volé. Un père dont il ne se souviendrait jamais. Un homme qui l'aurait aimé farouchement. Je le savais sans aucun doute. Je me souvenais à quel point il avait été protecteur, même avant que le monde ne lui apprenne à être impitoyable. À quel point il avait été doux uniquement dans les moments qui comptaient. Je me demandais s'il était toujours en vie, s'il avait cherché, s'il avait jamais soupçonné. Et chaque fois que la pensée s'approchait trop de l'espoir, je l'écrasais. L'espoir était dangereux. L'espoir vous rendait négligent. Eli a prospéré malgré tout. Il a grandi dans sa peau comme le font les enfants quand ils sont aimés constamment et sans condition. Les professeurs le louaient pour sa concentration. Les voisins commentaient ses bonnes manières. Les gens disaient qu'il avait une âme ancienne, des yeux qui comprenaient plus que son âge ne le suggérait. Je souriais et les remerciais, ne laissant jamais la fierté s'infiltrer trop profondément, car la fierté vous rendait visible. À son 7e anniversaire, une tempête a éclaté tard dans la nuit. Le vent hurlait contre les fenêtres, la pluie fouettait la rue assombrie. Il s'est réveillé et est entré dans ma chambre, grimpant dans mon lit sans un mot. « Tu as peur ?» ai-je murmuré en lui brossant les cheveux. Il a secoué la tête. « Je voulais juste m'assurer que tu étais là. » Ma poitrine s'est serrée. « Je suis toujours là !» ai-je promis en lui pressant un baiser sur la tempe. Je le pensais. Ce que je n'ai pas dit et ne dirai jamais, c'est que quelque part, il y avait un autre homme qui avait tout le droit de faire la même promesse. Un homme dont je refusais toujours de prononcer le nom. Un secret qui nous avait tenus en vie. Un secret qui était aussi une horloge à compte à rebours, s'approchant du jour où le destin refuserait d'être ignoré plus longtemps. Maman, ici, je dois faire une pause. C'est fou, non? J'étais là, à essayer de construire une vie normale, une bulle autour d'Eli, et tout ce temps, le monde que j'avais fui continuait d'exister, de respirer et de chercher. Ce type, Julien, que j'avais cru mort, ou du moins disparu pour toujours, il a toujours été une force de la nature, pas un homme ordinaire. Mais que ce soit une sage-femme qui tienne les clés de son retour, qu'elle ait gardé ça pendant des années pour moi, c'est le genre de chose qui fait douter de tout ce qu'on croyait savoir sur les décisions. On fait des choix, on se bat, on disparaît, pensant contrôler le récit, et puis un petit détail, un fichier mal classé peut tout changer. Et est-ce que ça rend ma fuite stupide? Est-ce que ça rend mon sacrifice inutile? Je ne sais pas, vraiment. On pense maîtriser et en fait, on est juste des pawns sur un échiquier beaucoup plus grand. Et maintenant, je me retrouve face à lui, l'homme qui n'aurait jamais dû me retrouver. C'est le destin ou juste une ironie cruelle. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos lions. Plus tard, Sophie m'a raconté comment ça s'était passé de son point de vue. Je ne l'ai pas tout de suite cru, mais ses yeux ne m'en ont pas. Elle se souvenait de l'expression de Julien, de son calme déconcertant. Le dossier aurait dû être réduit en cendres il y a des années. C'était la première pensée qui lui était venue quand ce nom avait attiré son attention. Pas de reconnaissance, pas de choc, mais une irritation bordée de quelque chose de plus froid, m'a dit Sophie. Il se tenait dans un bureau vitré, là-haut, quelque part à la Défense. Une hauteur qui rendait les autres hommes puissants, et lui, rien du tout. La pluie coulait sur les fenêtres, un écho lointain d'une tempête passée. « Pourquoi c'est encore là ?» a-t-il demandé calmement. Le silence à l'autre bout de l'appel s'est étiré, puis, prudemment, c'était scellé, marqué pour destruction, mais lors de la consolidation des archives, un bug. Il a été mal classé sous événement d'urgence au lieu de maternité. Événement d'urgence
Il l'a senti, selon Sophie, un léger resserrement dans sa poitrine. Familier, dangereux. « Lisez-moi ça », a-t-il dit. L'homme a hésité. « Monsieur, ce sont d'anciennes données hospitalières. Il y a 8 ans. Je sais comment fonctionne le temps, a-t-il répondu d'une voix égale. Lisez. Les pages ont tourné. Une gorge s'est éclaircie. Admise dans des conditions météorologiques sévères. Panne d'électricité généralisée. Panne de générateur documenté. Accouchement d'urgence effectué. Patiente répertoriée comme... Encore une pause. Presque imperceptible. Femme, 20 ans. Pas de proches signalés. Père inconnu. Le bureau lui a paru plus petit. Il s'est dirigé vers la fenêtre, les doigts courbés contre le verre froid. Quelque part sous cet horizon poli vivaient des souvenirs qu'il avait enterrés avec discipline et sang. Une femme qu'il avait laissée partir parce que l'amour lui semblait trop fragile pour le monde qu'il possédait. « Quelle date ?» a-t-il demandé. La réponse est tombée comme un coup mesuré. La même nuit où il avait été tiré d'une voiture, accidenté et retourné sur la côte. La même nuit où une affaire avait mal tourné et son sang avait imbibé l'eau de pluie alors qu'il luttait pour ne pas perdre connaissance. La même tempête, sa mâchoire s'est serrée. Continuez. Enfant mâle, à terme. Complications à la naissance dues à l'instabilité électrique. Accouchement assisté par le personnel de nuit. Dossier scellé à la demande de la patiente. Une autre pause. Monsieur, la sage-femme en charge a signé une déclaration de discrétion. Ça l'a fait réagir. Non pas la peur ni la colère, mais la certitude. Il n'a pas fait les 100 pas, n'a pas élevé la voix. Les hommes qui contrôlent vraiment les situations n'ont pas besoin de théâtre. Tirez les rapports de tempête, a-t-il dit. Chaque hôpital en service pendant le blackout, chaque sage-femme de garde. Je veux des noms. Oui, monsieur. Il a mis fin à l'appel et est resté très immobile. 8 ans. 8 ans de discipline, tenant la promesse qu'il lui avait faite de la laisser partir. De ne jamais chercher, de ne jamais la ramener dans la gravité de son monde. Il avait tenu cette promesse même si elle l'avait creusée. Même si son absence était devenue une douleur silencieuse qu'il avait appris à porter comme une cicatrice. Mais cela, ce n'était pas de la rupture d'une promesse. C'était la vérité qui se frayait un chemin à travers des murs coupe-feu. Un enfant, son enfant. La pensée n'a pas explosé. Elle ne l'a pas fracturé. Elle s'est installée solide, inamovible. Il s'est dirigé vers son bureau et a ouvert un tiroir verrouillé avec une clé que personne d'autre n'avait jamais touchée. À l'intérieur gisaient de vieilles cartes, des dettes réglées dans le sang, des secrets enterrés assez profondément pour que même des hommes comme lui oublient leur poids exact. Il a ajouté une autre vérité à ce tiroir. Elle ne l'avait pas trahi. Elle avait survécu et qu'elle l'avait faite seule. Cette nuit-là, sa nuit, avait été le miroir de la sienne. Pendant qu'il était tiré de la ferraille tordue et recousu par des hommes qui lui devaient une loyauté, elle combattait quelque chose de bien plus brutal sans aucune protection. Il a refermé le tiroir lentement. « Je ne savais pas », a-t-il dit à la pièce vide. Les mots n'étaient pas des excuses, c'était une reconnaissance. Quelques secondes plus tard, un autre appel est arrivé. « Nous l'avons trouvé », a dit la voix. La sage-femme, elle a pris sa retraite tôt, a changé de nom, mais pas assez. Elle vit 2 villes plus loin de l'hôpital d'origine. Il a fermé les yeux brièvement, non par soulagement, mais par retenue. Il n'avait pas besoin de rage pour alimenter cela. Il avait besoin de clarté. « Je ne veux pas de menaces », a-t-il dit. « Je ne veux pas de peur. Monsieur, je veux des réponses. » La ville bougeait sous lui, inconsciente que quelque chose d'ancien avait changé de direction. Il avait construit des empires, écrasé des hommes qui confondaient la miséricorde avec la faiblesse, remodelé son monde avec une intention impitoyable. Mais cela, c'était différent. C'était d'un héritage. Quelque part, un garçon existait qui partageait son sang, ses os,
peut-être même sa fureur silencieuse face à l'injustice du monde. Et la femme qu'il avait aimée avait porté ce poids seule, parce qu'elle croyait que disparaître était le seul moyen de le garder en sécurité. Il a ajusté ses manchettes, calme, revenant comme une lame glissant dans son fourreau. Il ne demanderait pas pourquoi. Il n'exigerait pas d'explication. Il suivrait la piste que la tempête avait laissée derrière elle. Et quand il les retrouverait, il s'assurerait que personne ne la forcerait plus jamais à disparaître. Il n'a pas laissé la vérité s'installer assez longtemps pour qu'elle s'envenime. C'était ça, avec lui. Il n'avait jamais été un homme qui se complaisait. Le regret était un luxe pour les gens qui pouvaient se permettre l'immobilité. Il bougeait parce que le mouvement était la seule façon de survivre. Au moment où la certitude s'est installée dans ses os, il l'a transformée en action. Les dates d'abord, toujours les dates. Il a étalé la chronologie sur la table de son bureau privé. Le genre de pièce construite pour résister aux tempêtes, physiques et politiques. Les écrans s'éclairaient doucement dans la pénombre, projetant une lumière bleue sur ses mains, alors qu'elle travaillait avec une précision contrôlée. Le blackout, la tempête côtière, les registres d'admission d'urgence de l'hôpital, sa propre disparition des registres publics la même nuit, remplacée par des rumeurs de mort et un silence imposé par des hommes qui savaient mieux que de parler. Deux vies divergentes dans un chaos parallèle. Il n'a pas demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit. Cette question appartenait à une version plus faible de lui-même. Une version qui aurait exigé des explications pour apaiser son orgueil blessé. L'orgueil n'avait rien à voir là-dedans. Il connaissait déjà la réponse. Elle avait fait ce qu'il lui avait appris à faire. Protéger ce qui compte. Éliminer l'exposition. Choisir la survie plutôt que le sentiment. Si quelque chose, cela lui faisait plus mal qu'une trahison n'aurait jamais pu le faire. Il a recoupé les graphiques de capacité hospitalière avec les cartes de submersion, retraçant où les ambulances auraient été redirigées lorsque les routes étaient inondées. Les journaux de panne de générateurs ont encore réduit la liste. Seuls 3 hôpitaux fonctionnaient à capacité partielle cette nuit-là. Un dossier, une erreur, un enfant né pendant que la ville se noyait. Il s'est penché en arrière sur sa chaise et a fermé les yeux pendant exactement 3 secondes. Non pas pour pleurer, mais pour se recalibrer. Quelque part dans cette pause vivait le fantôme de la promesse qu'il lui avait faite des années auparavant. Je ne viendrai pas te chercher. Il l'avait tenue. Mais la promesse n'avait jamais inclus l'ignorance. Quand la vérité lui est parvenue, non invitée et inévitable, tout a basculé. Il ne s'agissait plus de retenue. Il s'agissait de responsabilité. Les lieux sont venus ensuite. Le nouveau nom de Sophie, ses permis de déménagement, une vie tranquille financée par une modeste indemnité de départ et une pension accélérée par des canaux qui bougeaient rarement sans pression. Elle n'avait pas fait cela seule. Pas entièrement. Quelqu'un l'avait aidée. Quelqu'un qui croyait, comme elle, que le secret était une forme de miséricorde. Il a approuvé la surveillance, mais a interdit la confrontation. Caméra, images, habitude. Il voulait connaître la forme de sa vie maintenant avant de s'y introduire. Et puis, il y avait l'enfant. Il n'a pas cherché le garçon dans les bases de données. Il n'a pas utilisé la reconnaissance faciale ou les logiciels de lignée sanguine. Ces outils étaient des instruments grossiers. Ils faisaient des dégâts et laissaient des traces. Au lieu de cela, il a étudié les limites des districts scolaires près de l'adresse de Sophie. Les cliniques pédiatriques, les registres de cartes de bibliothèque, les horaires de football, l'infrastructure douce des vies ordinaires qui ne remarquaient jamais les prédateurs avant qu'il ne soit trop tard. Il a souri une fois à cela. Les prédateurs sous-estimaient toujours le calme. Un appel est arrivé de son chef de la sécurité. Nous pouvons avoir des yeux sur la zone dans les 48 heures. Discret, a-t-il dit. Pas de perturbation, pas de pression. Et si elle s'enfuit? Elle ne le fera pas, a-t-il répondu calmement. Elle a déjà fui une fois, elle a choisi la stabilité. Il s'est levé et s'est versé un verre qu'il ne toucherait pas. Dans son esprit, il la voyait telle qu'elle avait été cette dernière nuit.
La façon dont sa bouche avait tremblé quand elle lui avait dit au revoir, la façon dont elle était partie sans se retourner, car se retourner aurait brisé sa résolution. Il respectait ce genre de force. Il ne la punirait pas. Pourtant, quelque chose de bas et de dangereux s'est enroulé dans sa poitrine quand il l'a imaginé faisant cela seul, saignant, effrayé, prenant des décisions qui changeraient sa vie sous des lumières clignotantes pendant que la tempête essayait de déchirer le monde. Pendant qu'il se battait pour rester en vie, il a posé le verre intact. « Tu ne me devais pas ton corps », a-t-il murmuré à la pièce vide, « mais tu n'aurais jamais dû porter ça seul. » Quand il a bougé de nouveau, ce fut avec une détermination aiguisée par la retenue. Des arrangements de transport privé ont été faits, non pas avec urgence, mais avec inévitabilité. Pas de faux noms, pas de délai précipité. Il ne courait pas après. Il réclamait. Avant de partir, il a envoyé une dernière instruction. « Sécurisez tout ce qui est lié à cette nuit », a-t-il dit. Rapport de tempête, conseil de surveillance hospitalier. Quiconque pourrait exploiter cela. Oui, monsieur. Et si des ennemis rôdent déjà? Il y a eu une pause. Ils le feront, a dit la voix. Son expression n'a pas changé. Bien, a-t-il répondu. Faites-leur savoir maintenant. Le passé vient de se relever. Il ne savait pas exactement ce qu'il dirait quand il la reverrait. Il n'a pas répété d'accusation ni d'excuses. Certaines vérités étaient trop grandes pour des scripts. Mais une chose était inébranlable. Il n'allait pas lui demander pourquoi elle avait disparu. Il allait retrouver son enfant. Et cette fois, la tempête ne lui prendrait rien. Ça, c'est ce que Sophie m'a raconté, les larmes aux yeux, des semaines plus tard, après que Julien m'ait retrouvé. Elle a aussi précisé que l'infirmière, donc elle, ait habité une maison qui avait appris à être invisible, pas abandonnée, pas cachée, juste quelconque. Un bardage beige, un porche étroit, avec un carillon éolien qui chantait doucement quand la brise tournait juste. Un endroit choisi par quelqu'un qui comprenait que la survie dépendait souvent de la faible attention que l'on invitait. Il l'avait observé pendant 1 heure avant de l'approcher. Depuis l'intérieur d'une voiture que personne ne remonterait jamais jusqu'à lui. Elle allait et venait selon un horaire prévisible. Des promenades matinales, une virée hebdomadaire au supermarché, des visites l'après-midi d'un voisin avec un petit chien et des opinions bruyantes. Aucun signe de peur, mais autre chose à la place. Une vigilance. Une femme qui avait appris il y a longtemps que la gentillesse venait parfois avec des conséquences. Quand il a finalement frappé, elle a ouvert la porte comme si elle l'avait attendu. Non pas lui spécifiquement, mais ce moment. « Vous avez pris votre temps », a-t-elle dit calmement. Cela l'a plus surpris que n'importe quelle arme. « Vous savez qui je suis », a-t-il répondu, sa voix calme, non menaçante de par sa conception. Elle a hoché la tête. « Je sais depuis des années, les hommes comme vous ne perdent rien. Vous attendez. » Elle s'est écartée sans qu'on le lui demande. À l'intérieur, la maison sentait légèrement la lavande et le papier. De vieux livres, des photographies posées face contre terre sur des étagères. Pas de portraits de famille au mur. Une vie réduite à l'essentiel. Ils se sont assis à une petite table de cuisine. Elle a versé le thé avec des mains qui ne tremblaient que légèrement. « Je n'ai pas fait ça pour l'argent », a-t-elle dit avant qu'il ne puisse parler. Et je ne l'ai pas fait par peur. « Alors pourquoi ?» a-t-il demandé doucement. « Par amour », a-t-elle répondu. Le mot a plané dans l'air entre eux, fragile et inflexible. Elle a joint les mains. Cette nuit-là, le générateur est tombé en panne 2 fois. Nous avons perdu les moniteurs fœtaux. Les portes étaient verrouillées pour empêcher l'eau de l'inondation d'entrer. Mais la surtension a presque tout arrêté. Elle était seule, terrifiée. J'ai vu beaucoup de naissances. Je n'ai jamais vu quelqu'un se battre aussi fort tout en retenant autant de peur. Il n'a rien dit. Elle demandait toujours si quelqu'un vous avait appelé. A poursuivi Sophie. Ne disait pas votre nom, juste lui. Encore et encore, même quand la douleur la brisait. Quand je lui ai dit que personne ne pouvait joindre
qui que ce soit en dehors du bâtiment, elle a cessé de demander. Quelque chose dans sa poitrine s'est serré. Elle a dit que ça devait être silencieux. Sophie a murmuré que si quelqu'un d'important remarquait la naissance, l'enfant ne serait jamais libre. Je ne comprenais pas alors, pas entièrement. Mais je pouvais voir qu'elle ne fuyait pas vous. Elle fuyait le monde auquel j'appartiens, a-t-il dit doucement. Sophie a hoché la tête. Exactement. Elle a tendu la main vers un tiroir et en a sorti une fine enveloppe jaunie sur les bords. À l'intérieur se trouvaient des copies, des notes, un seul journal manuscrit. Elle l'a glissé sur la table. Elle ne m'a pas supplié, a dit Sophie. Elle n'a pas pleuré. Elle m'a demandé ce que je ferais si c'était mon enfant. Si quelqu'un de dangereux l'aimait trop. Il n'a pas encore ouvert l'enveloppe. Qu'est-ce que vous lui avez dit, a-t-il demandé. Que l'amour n'est pas toujours doux, a dit Sophie, mais que fuir pour toujours vole quelque chose aussi. Sa voix s'est brisée. Puis finalement, elle est partie sans rien, sans nom, sans trace, juste le bébé, et la certitude qu'elle préférerait que vous la haïssiez pour toujours plutôt que de la chercher et de le faire tuer. Le silence est tombé lourd et épais. Il a expiré lentement par le nez. Elle pensait que je ne changerais pas, a-t-il dit. Pas amèrement, juste véridiquement. Elle pensait que vous changeriez, a corrigé Sophie. C'est pour ça qu'elle est partie. Elle pensait que devenir père transformerait le monde en armes. Ça a fait mouche. Il a finalement ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une copie du dossier de naissance scellé. Aucun père répertorié. Un horodatage qu'il connaissait aussi bien que ses propres cicatrices et glissé entre les pages. Une petite photographie prise à la hâte. Un nouveau-né émitouflé dans une couverture d'hôpital. De minuscules poings serrés. Des yeux sombres à peine ouverts. Sa gorge s'est nouée. Elle voulait que vous sachiez, a dit Sophie rapidement. Un jour, quand ce serait sûr, je pense qu'elle croyait que le monde s'adoucirait ou que vous vous en éloigneriez. Il a refermé l'enveloppe avec un soin qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Elle nous a sous-estimés tous les deux, a-t-il dit. Sophie l'a étudié un long moment. Allez-vous la punir pour ce que j'ai fait? Non, a-t-il répondu immédiatement. Alors que ferez-vous? Il s'est levé lentement, ajustant son manteau, le calme revenant comme une armure qui se met en place. Je vais finir ce qu'elle a commencé, a-t-il dit, et m'assurer que l'amour n'exige plus la disparition. À la porte, il s'est arrêté. Vous avez fait ce qu'il fallait, a-t-il dit à Sophie. Mais les secrets ne protègent pas éternellement. Ils ne font que gagner du temps. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Alors j'espère qu'elle me pardonnera. Moi aussi, a-t-il dit, et cela signifiait plus qu'elle ne pourrait jamais savoir. Alors qu'il retournait dans la rue tranquille, une vérité résonnait plus clairement que n'importe quel coup de feu. Cette nuit-là n'avait pas été seulement désespérée. Elle avait été courageuse et elle avait tout changé. Le village s'annonçait par un seul feu de circulation et un panneau de bienvenue qui n'avait pas été repeint depuis des années. Il a remarqué des détails que d'autres auraient manqués. La façon dont la route se rétrécissait comme pour décourager les étrangers. L'épicerie avec des horaires manuscrits scotchés à la porte. L'école primaire, en retrait derrière une clôture grillagée peinte de couleurs joyeuses qui ne trompaient personne. C'était là qu'on venait pour être oublié. Il s'est garé dans une rue calme et est descendu dans un air qui sentait légèrement le sel et la terre humide. Les vestiges de tempête qui venaient et repartaient sans faire la une des journaux. L'endroit semblait tenu par des habitudes plutôt que par l'ambition. Les gens ici connaissaient les routines des autres. L'absence serait remarquée. La nouveauté ne serait pas la bienvenue. Bien. Il a traversé la ville sans hâte. Vêtu simplement pour une fois. Le pouvoir qu'il portait était soigneusement replié, là où seuls des hommes comme lui pouvaient en sentir le poids. Il n'avait pas besoin de peur ici. La peur l'aurait atteinte bien avant lui. Il a commencé par l'école. Pas à l'intérieur, jamais à l'intérieur. Il a regardé de l'autre côté de la rue, alors que les parents se regroupaient dans grappes lâches,
voix basse, rire décontracté. Les enfants s'échappaient en éclats de bruit et de mouvement. Chaussures déliées, sacs à dos à moitié fermés, joie sans retenue. Puis il l'a vu. Le garçon se tenait à part, pas seul, juste observateur. Des cheveux foncés bouclés à la nuque, trop sérieux pour son âge. Il s'est accroupi pour renouer la chaussure d'un ami avec un soin délibéré qui a figé quelque chose à l'intérieur de l'homme. Le garçon a levé les yeux et le monde s'est rétréci. Ce n'étaient pas seulement les yeux, même si ceux-là étaient inimitables, sombres, concentrés, plus vieux que leurs années. C'était la façon dont l'enfant se tenait, équilibré, prêt, non défensif, non imprudent. La posture qu'il avait apprise dans les ruelles comme dans les salles de conférence. Un souffle a quitté ses poumons avant qu'il ne se souvienne d'en prendre un autre. Le sang parlait d'une manière que la science ne pourrait jamais pleinement expliquer. La mère du garçon est apparue alors, se dépêchant de traverser la rue, les cheveux tirés en arrière, un sac en bandoulière. Son sourire est venu rapide et éclatant quand elle a vu l'enfant, le soulagement flamboyant comme un rayon de soleil. Elle s'est agenouillée, a dit quelque chose qu'il ne pouvait pas entendre, a balayé les cheveux des yeux du garçon avec une tendresse qu'il était douloureux de voir. L'enfant s'est penché vers elle sans hésitation. C'était la partie qui a failli le défaire, car cela signifiait qu'elle avait bien fait, car cela signifiait qu'il avait été aimé complètement, farouchement, sans condition, et parce que cela signifiait qu'il était déjà trop tard pour être le début de cette histoire. Il est resté là où il était jusqu'à leur départ, jusqu'à ce que la rue se vide et que le village se replie sur sa routine. Puis il a bougé. Il ne l'a pas suivi chez elle. Pas encore. Ce n'était pas une poursuite, c'était une reconnaissance. Il a marché dans la rue principale, a absorbé les rythmes, le restaurant où la même serveuse remplissait les mêmes tasses, la petite quincaillerie qui vendait encore des clous au kilo, le parc avec une balançoire rouillée où les rires résonnaient comme une promesse. Il a imaginé le garçon là, genoux éraflés, longue journée d'été, une enfance sans garde ni avertissement chuchoté. C'était la vie qu'elle avait choisie. C'était la vie qu'elle avait protégée. Cette nuit-là, il s'est assis dans sa voiture de location et a laissé la vérité s'installer pleinement en lui, non pas comme une blessure, mais comme un recalibrage. La maison n'était pas un lieu, c'était une gravité. Et ce village, trop petit pour cacher de grands secrets, avait été assez fort pour contenir le plus important de sa vie. Il n'a pas répété la rencontre, n'a pas planifié de mots qui tenteraient d'effacer le temps. Il n'y avait pas de phrase qui puisse combler 8 ans d'absence, pas d'excuse qui puisse adoucir le passé en quelque chose de tendre. Il comprenait cela. Il comprenait aussi autre chose maintenant. Il n'était pas là pour prendre. Il était là pour être présent. Quand il est finalement parti en voiture, c'était avec une nouvelle retenue installée dans ses os. Non pas la retenue du déni, mais du respect. Il lui donnerait le choix. Et quand il reviendrait, comme il le ferait ouvertement. La tempête l'avait finalement ramené chez lui. Et cette fois, elle n'irait nulle part. Le matin est venu, doux et trompeusement ordinaire. La lumière du soleil se déversait sur le petit parc comme si rien de monumental n'était sur le point de se produire. Des oiseaux se chamaillaient dans les arbres. Un joggeur passait, écouteurs aux oreilles. La vie continuait, béatement inconsciente que le destin avait finalement décidé d'arrêter de tourner en rond et d'avancer. Il se tenait au bord du parc, le café refroidissant intact dans sa main, observant. Le garçon était là encore, cette fois plus près. Il tapait d'un ballon de foot avec un autre enfant. Des mouvements fluides, équilibrés, pas tape à l'œil, efficaces. Quand l'autre garçon a trébuché, il s'est arrêté immédiatement, a tendu la main, s'est assuré qu'il allait bien avant de reprendre le jeu. Le geste a frappé plus fort que n'importe quelle reconnaissance. La compassion associée à la vigilance. Cette combinaison ne venait pas de nulle part. C'est alors que cela s'est produit. Le ballon a roulé,
s'écartant vers le chemin où il se tenait. Le garçon la poursuivit, se déplaçant rapidement, riant, jusqu'à ce que son pied s'accroche au bord irrégulier du trottoir. Le temps a ralenti, l'homme a fait un pas en avant sans réfléchir. Des mains fortes ont attrapé de petites épaules avant que l'enfant ne puisse toucher le sol. L'impact a été léger, à peine perceptible. Mais quand le garçon a levé les yeux, tout s'est arrêté. Ses yeux, pas seulement sombres, mais clairvoyants, vifs d'une manière que les enfants ne devraient pas avoir à l'être si tôt. Les mêmes yeux qui avaient regardé les hommes par-dessus les tables de négociation. Les mêmes yeux qui calculaient les sorties dans les pièces bondées. Le sang a de nouveau parlé, plus fort cette fois. « Attention !» a-t-il dit instinctivement, voix basse et régulière. Le garçon l'a regardé, sans peur, curieux, évaluant à cette manière non enfantine qui a tordu quelque chose durement dans la poitrine de l'homme. « Je regardais le ballon », a dit le garçon sérieusement. « Passe le sol !» Un coin de la bouche de l'homme a tressailli avant qu'il ne puisse l'arrêter. « Le sol est toujours la partie qui vous surprend. » Le garçon a réfléchi à cela, hochant la tête comme si c'était une sagesse à archiver. « Comment vous appelez-vous » a demandé le garçon. La question a atterri doucement et sans aucune défense. Il a hésité, juste une fraction de seconde. Puis, honnêtement, « Je suis un ami. » Le garçon a accepté cela avec un haussement d'épaule, ramassant le ballon. « Je m'appelle Élie. » Le nom a frappé profondément et proprement. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix a déchiré l'air, tendue, essoufflée, familière, d'une manière qui a fait que mon dos est devenu raide. Élie, je courais vers eux, mon visage vidé de sa couleur alors que je percevais la scène, mon fils sain et sauf et debout, et l'homme se tenant devant lui. Lui. Le monde s'est de nouveau rétréci, mais cette fois ce n'était pas l'émerveillement qui remplissait l'espace. C'était la collision. Je me suis arrêté net, les yeux fixés sur les siens comme une proie, réalisant trop tard que le chasseur avait toujours été patient. Pendant un battement de cœur suspendu, aucun de nous n'a bougé. Puis le garçon s'est retourné, souriant. « Maman, j'ai failli tomber, mais il m'a rattrapé. » Mon regard n'a jamais quitté le sien. J'y ai vu de la peur. Oui, mais aussi de la résignation. Et sous cela, quelque chose comme un chagrin si étroitement enveloppé de contrôle. Il avait fallu 8 ans pour respirer de nouveau. « Élie, » ai-je dit avec précaution, forçant le calme dans ma voix. « Va jouer, je reste là. » Le garçon a jeté un coup d'œil entre nous, curieux, sentant une tension qu'il ne pouvait pas encore nommer. Il a obéi, courant vers le terrain, mais il a regardé par-dessus son épaule 2 fois. Dès qu'il a été hors de portée, j'ai parlé. « Vous n'êtes pas aussi à être ici. » Ma voix n'a pas tremblé, mais mes mains, oui. « Je sais, » a-t-il répondu doucement. J'ai dégluti. « Avez-vous... » J'ai arrêté, recommencé. « Comment? »« Un dossier, » a-t-il dit simplement. « Une tempête. Une sage-femme qui vous aimait assez pour mentir. » Mes yeux se sont fermés un instant. Juste un. Quand ils se sont ouverts de nouveau, quelque chose avait changé. Le secret avait finalement été vu, porté, reconnu. « Vous n'auriez pas dû venir, » ai-je murmuré. Il a regardé au-delà de moi juste brièvement, vers où notre fils riait de nouveau, vivant et lumineux, et intouché par l'obscurité qui possédait tant du monde de l'homme. « Je ne suis pas venu pour le prendre, » a-t-il dit doucement. « Ni vous. » J'ai cherché sur son visage tout signe de tromperie, désespérément. « Pourquoi êtes-vous venu ?» ai-je demandé. Sa réponse a été ferme. Une certitude. « Parce que le déni a pris fin au moment où j'ai regardé dans ses yeux, » a-t-il dit. Et le destin ne frappe pas 2 fois. Un cri a retenti alors qu'Élie marquait un but, la joie résonnant à travers le parc. Le son a réglé quelque chose de profond dans la poitrine de l'homme. Le sang avait été prouvé. Le destin s'était manifesté, et aucun d'entre nous ne pourrait faire semblant du contraire. Cette nuit-là,
La peur n'a pas rampé. Elle a claqué. Je n'ai pas dormi. Je suis resté raide dans mon lit, écoutant le rythme de la respiration de mon fils dans le couloir. Chaque petit son amplifié jusqu'à ce que cela ressemble à un danger frappant de l'intérieur des murs. La maison en laquelle j'avais eu confiance pendant des années me semblait soudain mince, fragile, comme un décor de théâtre qui pourrait être démoli d'une seule main déterminée. Il savait. La vérité s'est installée dans mes os avec une finalité écœurante. Pas suspecté, pas deviné, su. J'ai revu la scène du parc encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit floue. La façon dont son corps avait bougé avant la pensée, la façon dont ses yeux s'étaient fixés sur ceux d'Eli, comme s'il avait été frappé par quelque chose d'indéniable et de sacré. J'avais vu la reconnaissance s'épanouir là, féroce et immédiate, et j'avais su à cet instant que le mensonge dans lequel j'avais vécu pendant 8 ans m'avait finalement trahi. Je me suis levé avant l'aube. Le ciel était à peine clair quand je me suis déplacé dans la maison avec une efficacité impitoyable, celle née de l'instinct de survie et d'une vieille terreur. J'ai fait de mes valises silencieusement, ne choisissant que ce qui importait. Les vêtements de mon fils, son livre préféré, le petit animal sculpté avec lequel il dormait quand les tempêtes faisaient claquer les fenêtres. Pas de photographie. Celle-ci pourrait être tracée. J'ai débranché mon téléphone et l'ai glissé au fond du sac sans l'allumer. Pas d'appel, pas de notification, pas de dernier regard sur la vie que j'avais construite si soigneusement. Mes mains tremblaient quand même. C'était pire cette fois. Auparavant, j'avais fui une ombre, une possibilité, un avenir que je craignais mais que je pouvais encore imaginer ne jamais arriver. Maintenant, je fuyais la vérité. D'un homme qui avait regardé mon enfant avec quelque chose de dangereusement proche de la révérence. D'un monde qui, une fois qu'il savait qu'Eli existait, ne cesserait jamais de le voir comme un levier, un héritage, une lignée. Je me suis accroupi dans l'embrasure de la porte de mon fils et je l'ai regardé dormir, la gorge serrée. Il y a 8 ans, j'avais marché dans une tempête ne portant que peur et détermination. Cette fois-ci, je le sortais d'une vie qu'il aimait. Je suis désolé, ai-je murmuré, bien qu'il ne puisse pas entendre. J'essaie de te sauver. Le bruit de pneus sur le gravier m'a figé à mi-souffle. Pas vite, pas agressivement, délibérément. Je me suis dirigé vers la fenêtre, mon cœur battant contre mes côtes. Une voiture familière était garée sur le trottoir, pas noir me dépeint, pas blindé, ne hurlant pas la menace, mais indubitablement la sienne. Ma poitrine s'est vidée avec un étrange mélange d'effroi et de rage. Il n'avait pas fait éruption, ne m'avait pas suivi depuis le parc, n'avait pas envoyé d'homme. Il avait attendu comme pour me laisser le temps de décider. Cela, d'une certaine manière, m'a terrifié plus que toute force ne l'aurait jamais pu. Je me suis reculé, l'urgence l'emportant sur la précision. J'ai réveillé mon fils doucement, lui murmurant des réconforts même si la panique nouait ma voix. « On part en voyage, lui ai-je dit. Juste un petit. » Eli s'est frotté les yeux. « Il y a un problème? » « Non, ai-je menti, me haïssant pour cela. Juste le temps. On a frappé une fois, fermement, avec contrôle. Le son a résonné dans la maison comme un verdict. Je me suis instinctivement placé entre la porte et mon fils, mes mains se crispant en poings qui seraient inutiles contre le monde d'où il venait. Et pourtant, je me suis préparé. Quand j'ai ouvert la porte, il n'était pas en colère. Ça a failli me briser. Il était seul, main visible, manteau ouvert, yeux calmes. Pas une menace, pas une exigence, juste une présence. « Vous partez, a-t-il dit calmement. Je n'ai pas nié. « Vous ne pouvez pas rester, ai-je dit, ma voix aigre de désespoir. Vous l'avez vu. C'est assez pour vous, a-t-il répliqué d'une voix égale. Pas pour lui. Mon souffle s'est bloqué. Vous n'avez pas le droit de décider cela. Je sais, a-t-il dit. C'est pourquoi je suis là, pour vous empêcher de décider par peur.
J'ai secoué la tête, reculant. Vous ne comprenez pas. Si quelqu'un d'autre découvre, si vos ennemis, ils le feront, m'a-t-il interrompu calmement. Fuir ne changera rien maintenant. Cela ne fera que vous rendre évidente. La vérité de ces mots m'a transpercé. J'ai dégluti. Alors pourquoi êtes-vous venu? Parce que cette fois, a-t-il dit, la voix basse mais inflexible, vous n'avez pas à disparaître pour le protéger. J'ai ri, un son cassant et proche des larmes. Vous vivez dans un monde où la protection s'achète avec du sang. Et je connais ce monde mieux que personne, a-t-il dit. C'est pourquoi je sais quand la distance tente d'être une sécurité. Mon fils est apparu derrière moi, sa petite main agrippant ma chemise. « Maman », a murmuré Ellie. « Qui est-ce » Mon cœur s'est fracturé. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé, l'homme que j'avais fui, l'homme que le destin avait ramené dans ma vie avec une précision impitoyable. L'homme qui attendait maintenant, sans tendre la main, sans commander, un choix. J'ai passé un bras autour de mon enfant et j'ai murmuré la vérité que j'avais essayé de fuir pendant des années. C'est quelqu'un d'important. Eli l'a regardé, puis moi. Il me ressemble. Le silence est tombé, lourd et inévitable. J'ai alors réalisé que fuir de nouveau n'effacerait pas ce qui avait déjà été vu. La peur m'avait guidé une fois, mais la peur, je le comprenais maintenant, n'était plus suffisante pour échapper au destin. Il a attendu que ma respiration se calme, que l'instinct de fuite lâche prise juste assez pour que les mots puissent atterrir sans me briser complètement. Nous étions assis aux extrémités opposées de la petite table de cuisine, la lumière de l'aube filtrant à travers les rideaux fins. Mon fils était de nouveau dans sa chambre, construisant des tours avec de vieux blocs, le bruit sourd du bois contre le bois manquant dans le présent. Il n'a pas regardé autour de la maison, n'a pas jugé sa petitesse ou son usure. Il ne m'a regardé que moi. « Vous pensez que je suis parti parce que j'ai choisi la distance », a-t-il dit finalement. Sa voix était calme, contrôlée, mais traversée par quelque chose d'indubitablement brut. Que je suis parti parce que c'était plus facile. J'ai serré les mains sur mes genoux. « Vous avez disparu? »« Oui, a-t-il admis, parce qu'on m'y a obligé. Mes yeux se sont levés, vifs et incrédules. « La nuit où vous avez disparu, a-t-il poursuivi, j'étais censé mourir. » Les mots se sont installés lourdement entre nous. « J'ai survécu, a-t-il dit, mais pas librement. Tout ce qui a suivi a été du confinement, de la gestion des dégâts, un monde qui se refermait sur lui-même pour ne pas s'effondrer. J'ai senti le froid fleurir dans ma poitrine. J'ai tenu ma parole, a-t-il dit, la voix ferme. Je ne vous ai pas cherché, même quand ça faisait mal, même quand le silence me vidait presque. Vous auriez pu essayer, ai-je dit amèrement. Il s'est alors penché en avant, les avant-bras appuyés sur la table, et apporté le feu avec moi. Vous croyez que je n'y ai pas pensé? Chaque contact, chaque nom, chaque chemin possible pour revenir à vous. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Je suis resté loin parce que la distance était la seule chose que je pouvais vous donner qui ne vous ferait pas tuer, a-t-il dit. Ce n'était pas un abandon, c'était de la retenue. Mes yeux brûlaient, et les années que j'ai passées seul, ai-je exigé. Les nuits où je pensais que vous m'aviez oublié. Il a dégluti difficilement, juste une fois. Je me suis souvenu de vous chaque jour, a-t-il dit. J'ai juste assez aimé pour ne pas tendre la main. Le silence s'est étiré, fragile et douloureux. Vous ne comprenez pas ce que c'était, ai-je murmuré. Être enceinte et terrifiée et certaine que le seul moyen de le garder en vie était de s'assurer que vous ne saviez jamais qu'il existait. Son regard s'est adouci, non pas avec pitié, mais avec révérence. « Je comprends », a-t-il dit, « parce que vous avez fait ce que j'aurais fait. » J'ai secoué la tête. « Alors pourquoi êtes-vous ici maintenant? »« Parce que la protection a une demi-vie, » a-t-il répondu. « Le monde que nous avons essayé de fuir nous a rattrapés. Et quand cela s'est produit, j'ai réalisé quelque chose. » Il s'est levé lentement, traversant l'espace entre nous sans me toucher.
Il s'est arrêté assez près pour que je sente sa chaleur, mais assez loin pour que je ne me sente pas piégé. Je ne suis pas venu pour détruire votre vie, a-t-il dit doucement. Je suis venu parce que mon absence a cessé d'être un bouclier. Mon pouls est emballé. Je ne le prendrai jamais de vous, a-t-il poursuivi. Je ne vous emmènerai jamais là où vous ne choisiriez pas d'aller. J'ai cherché sur son visage de la possession, de l'appropriation, je n'ai rien trouvé. Je ne me suis pas éloigné de vous parce que j'ai cessé de me soucier, a-t-il dit. Je me suis éloigné parce que le monde dans lequel je vis punit de l'attachement. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, le monde sait déjà, a-t-il dit, et je refuse de faire semblant que l'amour est quelque chose pour lequel je devrais m'excuser. Des larmes ont coulé sur mes joues avant que je ne réalise qu'elles étaient tombées. Vous ne le connaissez pas, ai-je murmuré. Vous ne savez pas à quel point il est doux, à quel point il aime cet endroit, à quel point la perturbation le blessera. Il a hoché la tête, et je suivrai toujours votre exemple à ce sujet. J'ai ri alors un son brisé. Toujours, ai-je répété. Vous ne promettez même pas cela. Je ne promets pas ce que je ne peux pas gagner, a-t-il dit. Mais je le prouverai. J'ai senti le changement alors. Non pas la sécurité, non pas la reddition. Le choix. Vous vous êtes trompé sur une chose, a-t-il ajouté doucement. Quoi? Je ne me suis pas éloigné de vous, a-t-il dit. Je suis resté immobile pour que vous puissiez bouger. La vérité de cela a brisé quelque chose en moi que la peur avait scellé. Pour la première fois depuis des années, je ne courais pas. Je me tenais debout. Le premier signe n'était pas une arme. Ce n'était pas une menace. C'était un silence là où il y avait eu du rythme. La boulangerie a ouvert tard. L'entraîneur de football a annulé l'entraînement sans explication. Le voisin avec le chien bruyant a cessé de saluer de l'autre côté de la rue. De petites perturbations qui ne signifiaient rien pour quiconque n'avait pas vécu sa vie en scrutant constamment le danger. Je l'ai senti dans mes os avant de pouvoir l'expliquer. Ils savent, ai-je dit calmement. Il n'a pas argumenté, il n'a pas rejeté cela comme de la paranoïa ou de la peur s'accrochant trop fortement à de vieux fantômes. Il se tenait à la fenêtre, le téléphone pressé contre son oreille, écoutant un rapport arrivant à travers un grésillement crypté. Oui, a-t-il dit calmement. Confirmez la source. Pas d'escalade, sauf si je le dis. Il a mis fin à l'appel et s'est tourné vers moi. Son visage était maintenant sculpté dans l'immobilité. Quelque chose de plus froid que le contrôle. Quelque chose de plus ancien que la patience. Vous aviez raison, a-t-il dit. L'héritage attire l'attention plus vite que le crime. Mon estomac s'est tordu. À quel point c'est grave. Ils ne l'ont pas nommé à Edéré. Ici a-t-il répondu. Pas encore, mais les chuchotements se déplacent plus vite que les balles. Quelqu'un a relié les dates, le blackout, l'hôpital. J'ai fermé les yeux. La tempête avait finalement bouclé la boucle. C'est ma faute, ai-je murmuré. Il a traversé la pièce immédiatement. Pas rapidement, pas d'urgence, avec intention. Il s'est arrêté devant moi, ses mains fermes soutenant mes épaules, non pas pour me piéger, mais pour me rassurer. Non, a-t-il dit avec une certitude absolue. C'est le prix des lignées de sang, pas de l'amour. Comme appelé par les mots, une voiture est passée devant la maison trop lentement. Des vitres teintées, des plaques que je ne reconnaissais pas. Mon cœur a commencé à s'emballer. Le rire de mon fils a flotté depuis le couloir, doux et inconscient. C'est alors que la peur est devenue fureur, parce que le passé que j'avais fui ne frappait plus seulement. Il rôdait. Qui, ai-je demandé? Il a hésité juste assez longtemps pour que la vérité compte. Des hommes qui haïssent mon père, haïssent mon père, a-t-il dit. Des hommes qui croient que l'héritage est une faiblesse. Et des hommes qui utiliseraient un enfant pour me forcer la main. Mon souffle s'est coupé. Ils ne passeront pas par la porte d'entrée, a-t-il poursuivi. Ils utiliseront la pression, la perturbation, vous feront vous sentir instable, en danger. J'ai ri d'un rire creux. Ils sont en retard. Il n'a pas souri.
Le soir, l'escalade a commencé. Une assistante sociale s'est présentée avec des préoccupations vagues et un sourire trop tendu pour être amical. Une lettre est arrivée remettant en question mes dossiers d'emploi. Un rapport faux mais détaillé a été déposé remettant en question ma capacité à être mère. Chacun coupait précisément, professionnellement. Ce n'était pas encore de la violence. C'était de la préparation. Ils essaient de nous coincer, ai-je dit, les mains tremblantes, en lisant la vie. Non, a-t-il corrigé. Ils me testent. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur le bord du lit de mon fils, longtemps après qu'il se soit endormi, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser. J'ai tellement essayé de te garder invisible, ai-je murmuré. Il est apparu dans l'embrasure de la porte sans bruit. Vous n'avez pas échoué, a-t-il dit. Vous avez retardé, et ce délai lui a donné 8 ans de paix. Je l'ai regardé, les yeux brûlants, et maintenant, ils ont fait l'erreur de me rappeler pourquoi j'ai construit ce que j'ai construit, a-t-il répondu. On a frappé juste après minuit. Pas fort, pas menaçant, contrôlé. Il était déjà en mouvement avant que je ne puisse parler. Son corps s'est instinctivement placé entre moi et la porte. Il a vérifié le flux de sécurité, la mâchoire serrée. « Restez ici », a-t-il dit, « avec lui. » Je ne me cache pas, ai-je dit farouchement. Il a rencontré mon regard. « Vous protégez. » On a frappé de nouveau. Quand il a ouvert la porte, l'homme de l'autre côté a souri d'une manière qui n'atteignait jamais ses yeux. « Félicitations », a dit l'étranger calmement, « pour votre héritier. » Le mot a plané comme une malédiction. Il n'a pas réagi. « Vous avez 5 secondes, » a-t-il dit calmement, « pour quitter la proximité de ma famille pour toujours. » Le sourire a vacillé juste assez. « Où ?» a provoqué l'homme. « Où ?» a-t-il répondu calmement. « Vous rappellerez à chaque organisation qui a un jour sous-estimé un héritage pourquoi le sang a des conséquences. » L'homme est parti lentement, délibérément. Quand la porte s'est fermée, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant et de clarifiant tout à la fois. Je ne fuyais plus un passé dont j'avais échappé. Je me tenais dans un avenir que d'autres voulaient réclamer. Et cette fois, l'homme à mes côtés ne me demandait pas de disparaître. Il se préparait à la guerre. Pas pour le pouvoir, mais pour la famille. La tempête est revenue, comme toujours, sans excuse, sans avertissement. Mais cette fois, elle ne nous a pas pris par surprise. La pluie a martelé le verre renforcé alors que la nuit pressait autour de la maison qui avait cessé de prétendre qu'elle était cachée. Les lumières de sécurité ont percé l'obscurité. Des hommes silencieux se déplaçaient aux abords de la propriété, non menaçants, non bruyants, présents comme seuls les professionnels l'étaient. À l'intérieur, mon fils dormait paisiblement. C'était le miracle. Je me tenais à la fenêtre, les bras enroulés autour de moi, regardant la pluie brouiller le monde au-delà. Pour la première fois depuis que la vérité avait fait surface, ma poitrine ne se serrait pas de panique. La peur était toujours là, mais elle ne me possédait plus. Il est venu derrière moi sans me toucher au début. Il me donnait de l'espace. Toujours ça. Ils n'essaieront plus ce soir, a-t-il dit calmement. Ils ont testé le périmètre. Ils n'ont rien trouvé qu'ils puissent briser sans conséquence. J'ai hoché la tête. Et demain? Demain, a-t-il dit, je mettrai fin à tout. Je me suis tourné vers lui, alors vraiment face à lui. Vous ne parlez pas de violence. Et je dis, non, a-t-il répondu. Je parle d'exposition, de saisie, d'alliance à qui on rappellera où se trouve réellement leur loyauté. Je n'ai pas construit de pouvoir pour terroriser. Je l'ai construit pour terminer les guerres avant qu'elles ne commencent. J'ai cherché sur son visage l'homme que j'avais aimé, celui que j'avais laissé derrière moi dans une tempête. Il était toujours là. Mais il y avait aussi autre chose maintenant, un père. Que se passe-t-il après? Ai-je demandé doucement. Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a plongé la main dans son manteau et a sorti un document plié. Il l'a posé délicatement sur la table entre nous. Je l'ai déplié avec des mains tremblantes. Une reconnaissance légale, sans théâtre,
sans annonce publique, juste de l'encre et la vérité. Mon souffle s'est coupé. Vous n'avez rien à signer ce soir, a-t-il dit doucement. Ni jamais. Je ne m'imposerai pas dans sa vie ni dans la vôtre. Et si je ne le fais pas, ai-je demandé. Alors je resterai assez près pour protéger, a-t-il dit, et assez loin pour respecter votre choix. J'ai refermé le document lentement. Il y a 8 ans, j'avais choisi la disparition parce que c'était la seule protection que je pouvais imaginer, parce que l'amour me semblait être une vulnérabilité que le destin exploiterait. Maintenant, l'amour se tenait devant moi sans exigence. Non, ai-je dit calmement, si nous faisons ça, nous ne le faisons pas à moitié. Il s'est figé. Êtes-vous sûr? Je ne lui ai pas répondu. J'ai plutôt marché dans le couloir, poussé la porte de la chambre de mon fils et me suis assise à côté de son lit. Il a bougé, ses yeux s'ouvrant lentement, tendant instinctivement la main vers la mienne. « Maman, je suis là », ai-je murmuré. Puis, après un souffle que j'avais attendu des années pour prendre, j'ai dit « Il y a quelqu'un qui veut te parler. » Si tu veux. Mon fils a cligné des yeux, à moitié endormi. « C'est l'homme du parc? »« Oui, ai-je. »« Oui, ai-je dit. »« D'accord, a-t-il répondu simplement comme s'il acceptait le temps qu'il faisait. Il n'est pas effrayant. J'ai ri doucement à travers mes larmes. Quand l'homme est entré dans l'embrasure de la porte, quelque chose d'ancien et de fragile s'est mis en place. Il ne s'est pas agenouillé, ne pas écrasé. Il s'est assis sur le bord du lit, prudent, respectueux. « Salut, a-t-il dit. Le garçon l'a étudié avec un sérieux calme. « Vous me ressemblez. » Un fantôme de sourire a traversé le visage de l'homme, brut, sans défense. « On me l'a dit. »« Comment vous appelez-vous » a demandé le garçon. Il a jeté un coup d'œil à moi une fois. J'ai hoché la tête. « Mon nom, a-t-il dit doucement, est aussi le tien, si tu veux. » Le garçon a réfléchi à cela, puis a bâillé. « D'accord, vous venez à mon match demain? » La question n'était pas une exigence, c'était une invitation. « Oui, a-t-il dit immédiatement. « Je serai là. » Le garçon a souri et s'est rendormi comme si rien de monumental ne venait de se produire. Dans le couloir, je me suis appuyé contre le mur, le souffle tremblant. « Vous ne savez même pas ce que cela représente pour moi, » ai-je murmuré. « Si, a-t-il dit, parce que j'ai raté 8 ans de cela. » Dehors, la pluie a commencé à s'apaiser. Au matin, la guerre était finie avant même d'atteindre notre porte. Comptes gelés, partenaires dispersés, menaces dissoutes face à la préparation et à la détermination. Mais ce n'était pas la victoire. La victoire est venue plus tard, discrètement. Un homme debout sur le côté d'un terrain de football, une femme à ses côtés, pas derrière, un enfant qui riait sans peur d'être vu. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, que j'ai juste retardé l'inévitable. Probablement les deux, en fait. C'est ça la vie, non? Rien n'est clair, rien n'est facile. On ne sait jamais si on a fait le bon choix. On ne fait qu'avancer avec ce qu'on a. Ce n'est pas une fin heureuse de conte de fées, juste une nouvelle page qui se tourne. Et pourtant, c'est notre histoire. Et